est-ce que je peux appeler ça, d'un point de presse conjoint. Vous allez savoir tout à l'heure pourquoi je dis conjoint. Je reçois ici un collectif des greffiers. Je vais leur donner la nouvelle et moi je vais prendre la parole. Ils vont vous dire, et à nous tous, devant vous, pourquoi ils sont là ce matin. Et je ferai mes commentaires au nom de la République. Chers amis, quelles sont vos nouvelles? En 2009, suite à une grève illimitée de tous les greffiers de Côte d'Ivoire, le processus électoral a été mis à mal parce qu'il était question de réaliser les opérations du contentieux sur la liste électorale. Le processus étant bloqué, le chef de l'État d'alors, pour débloquer le processus, pour que le système puisse avancer, a décidé de recruter des greffiers ad hoc. Donc c'est là le début de notre histoire. Instruction a été donnée au ministre de la Justice et au ministre de la Fonction publique de recruter comme greffier ad hoc toute personne susceptible d'accomplir cette tâche. Et c'est ce qui a été fait par le lancement d'un concours organisé par le ministère de la Fonction publique. Dès que l'instruction a été donnée au ministre de la Justice et au ministre de la Fonction publique de recruter ces personnes en question. Mais dès que le concours a commencé, l'organisation pratique du concours a commencé, les greffiers ont fait acte de contrition, ils ont fait allégeance au chef de l'État qui a fait droit à leur demande. Parce qu'entre-temps, il y avait une décision qu'on appelle la décision du 14 décembre qui suspendait les greffiers, notamment leur salaire. La décision du 14 décembre 2009, c'est cette décision qui suspendait le salaire des greffiers. Donc, il était question pour le chef de l'État de faire avancer le processus. Ainsi, le 19 janvier 2010, le ministre de la Fonction publique nous a notifié notre admission à l'emploi des secrétaires et attachés des greffes et parquets. Vous allez voir les actes subséquents. Les décisions 311 et les décisions 312 font état d'un recrutement de secrétaires et attachés des greffes et parquets. La notion ad hoc ou uniquement pour les élections ont été retirées. Et l'acte qui a été pris pour la circonstance, c'est-à-dire la décision 701, où était assis le ministre de la Fonction publique, il était le président. Le ministre de la Justice était son vice-président. Tous deux ont co-géré ce recrutement. Donc nous étions en train d'attendre nos décisions d'affectation lorsque la crise a éclaté. Après la crise, lorsque les nouvelles autorités sont venues s'installer, on va vers elles pour demander, mais nos affectations, ça tarde, qu'est-ce qui se passe? À notre grande surprise, on nous brandit une décision, une prétendue décision d'annulation de notre concours. Et le ministre de la Justice qui dit que c'est le chef de l'ex-chef de l'État lui-même qui a pris cette décision pour annuler votre concours. Donc nous, on ne connaît pas comme greffier. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moment où les décisions 311 et 312 nous ont été notifiées, l'Union nationale des greffiers de Côte d'Ivoire, qui n'a jamais accepté notre recrutement, a fait d'abord un recours gracieux auprès du ministre de la Fonction publique pour qu'il retire sa décision. Ce qui est resté sans suite. Par la suite, l'Union nationale des greffiers a saisi la chambre administrative pour faire annuler les décisions 311 et 312 qui nous établissent comme greffiers. La chambre administrative a pris le temps de faire des investigations. 11 mois, quand nous lisons l'arrêt de la Cour, l'arrêt qui a été rendu à cet effet, l'arrêt numéro 34, tout y est. 11 mois pour faire des investigations. La chambre administrative a trouvé que la décision du ministre était régulière et que les personnes recrutées sont des greffiers et non des greffiers ad hoc. Et que le président de la République, puisque en ce moment il exerçait les pouvoirs exceptionnels,
au titre de l'article 48, il avait le pouvoir de changer sa décision initiale de recruter des greffiers ad hoc. Parce qu'en fait, les greffiers ad hoc, c'est pour faire le contentieux. Mais si les greffiers eux-mêmes ont demandé pardon et que le président a vu qu'ils ont repris le service, donc ils vont faire le contentieux. Mais les greffiers ad hoc, c'est pour faire quoi? Ils sont allés jusqu'à dire que celui qui vous a recruté, il est à la haie. Il y a des probabos, des miliciens, des sorbonnards, on sait. On nous colle l'étiquette des probabos. Pourtant, ce n'est pas au siège du FPI, on a passé le concours. On a passé ça à la fonction publique. On a payé des frais. Aujourd'hui, le préjudice est énorme. On a perdu 15 personnes. Il y a 15 morts dans nos rangs. Donc 2 par suicide. Moi-même, j'ai failli me suicider la dernière fois à la fonction publique. J'ai dit, je vais me suicider au nom de la nation pour ce concours-là. Mes camarades m'ont demandé de ne pas le faire. C'est pourquoi nous sommes venus nous remettre à Nonola Kakabe, député de la République, qui ne reste jamais indifférent face aux différents cas d'injustice comme ça. En tout cas, on a allé à la présidente de la République. Le président de la République envoie un courrier au ministre de la Justice pour lui demander de réexaminer le dossier. Il a le courage de dire au président que nous là, notre concours annulé, qu'il n'a pas besoin de nous. Et même il va jusqu'à dire que le président de la République prenne une décision encore pour nous réhabiliter. Alors, c'est toi qui es le ministère du tutelle. Si on doit élaborer un décret, c'est toi qui as l'initiative. Mais tu dis non, le décret n'a qu'à te trouver où tu es. Donc vraiment, on ne sait plus où aller. On a lutté 5 ans, on est fatigué. On se remet à l'honorable, le député de la République. Et il y a une chose qui est bizarre, c'est-à-dire au moment où nous, les greffiers qui ont bloqué le processus électoral, c'est grâce à nous qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on nous a recrutés que les gens ont mis fin à la grève. Mais ceux-là, aujourd'hui, il y a un statut particulier qui se prépare pour eux. On veut augmenter les salaires par 4 et puis nous, on n'a rien. Alors qu'on a payé des frais pour passer ce concours. Cela est inacceptable. Comme nous sommes faibles, l'État est plus fort que nous. On n'a pas de force. On est venu nous arriver à l'honorable. Nous avons rencontré Mme Jeanne Pemont, qui nous a convoqués à la présidence de la République pour trouver une solution. Et on nous a ramenés chez Maître Diané. Lorsque Maître Diané nous a reçus, il a dit, si c'est un problème de droit, votre problème sera réglé. Et on a eu foi, on a eu confiance en ses dires. À notre grand étonnement, il nous a fait comprendre qu'il n'est pas ministre de la Justice pour nous recruter et qu'il est simple conseiller du président de la République. Nous sommes retournés vers le ministre de la Justice. À 2 reprises, notre courrier a disparu au sein du ministère de la Justice. Et lorsque le ministre nous a rencontrés, il était très franc avec nous. Il nous a dit, nous ne sommes pas une priorité pour eux. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils dormaient à l'hôtel du Golfe, nous on se promenait dans les bureaux pour chercher du travail. Et que leur priorité c'est de caser leurs éléments d'abord. Après on verra notre cas. On lui a dit, mais nous avons des maîtrises en droit. Oh, on se rappelle bien, les affiches publicitaires ne donnent pas ta voix au chômage. Aujourd'hui, pendant 4 ans, nous on a eu le concours lorsqu'on avait 35 ans, 36 ans. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans. On a maintenant 40 ans. On ne peut plus passer en fait de concours. Parce que ce qui nous fait mal, monsieur le député, monsieur le président, c'est que lorsqu'on passait ce concours, lorsqu'on adressait les différents courriers à ces ministères, si nous avions dit la vérité, les amis, notifiez-nous que ce concours-là allait faire quelque chose d'autre, on allait aller faire quelque chose d'autre. Mais lorsqu'un président de la République vous adresse un courrier pour vous dire « j'ai donné des instructions à mon ministre de la Justice », c'est de l'espoir qu'on vous donne. Et on s'est répandu même dans la presse en son temps pour dire merci au président de la République pour cet espoir qu'il nous a donné. Mais le bilan, c'est lequel? Nous sommes au point de... Nous sommes toujours au même point. On n'a pas évolué. On n'a vécu que d'espoir pendant 4 ans, 5 ans. C'est pour ça que nous avons tourné. Nous avons rencontré Cheikh Boakari Fofana pour ce problème. On a rencontré l'archevêque d'Abidjan pour ce problème. Ils nous ont tous fermé les portes. On a rencontré le grand médiateur. Pendant 4 ans, notre dossier encore est dans les bureaux de la médiature. On a rencontré le président Bani par son secrétaire général qui nous avait dirigé vers la grande médiature. On a rencontré pratiquement toutes les autorités de ce pays. Et bizarrement, c'est la première fois que nous sommes venus vers l'honorable
et l'honorable nous donne cette opportunité-là, encore une fois, de crier notre cri de cœur. Nous n'avons rien, nous sommes tous des enfants de pauvres. Malheureusement, on n'a pas eu le courage de prendre des armes pour aller combattre. Sinon, il y a longtemps qu'on serait douanier. Puisqu'on a vu des listes à choses. Je mets quiconque au défi. Nous avons vu des listes à la direction des affaires judiciaires. Ils ont recruté plus de 2400 personnes, dont dans les dossiers au même niveau inachevé, comme garde pénitentiaire. Mais malheureusement, nous, on n'a personne. On n'a pas eu le courage de prendre des armes. On n'avait que nous mettre nos diplômes à la recherche d'un emploi. On ne veut pas de nous. On n'a pas eu le courage peut-être d'aller dormir au golf. Aujourd'hui, voici la situation dans laquelle on se trouve. Tout ce qui nous reste, comme on dit, c'est notre dignité. Sinon, on a tout perdu. D'autres sont morts pour cette histoire-là. Parce que imaginez, vous faites quelque chose, vous avez eu un concours, on te fait la formation. Et puis on n'a pas été formé par n'importe qui. On a été formé par l'INFEJ, qui est l'institut qui forme les greffiers, les magistrats dans ce pays. On a payé les droits comme ceux qui ont eu ce concours le payent. On a respecté toute la procédure. On a tout fait, monsieur le député. On n'a pas rasé les murs, on a respecté ce. Et aujourd'hui, quand on va dans l'administration, il y a Maître Diabaté et Kamagaté qui nous reçoit à la DRJ, qui était le sous-directeur des greffiers, qui nous dit, les petits, vous avez été grugés par l'État. Lorsqu'un administrateur vous dit, vous avez été arnaqué par l'État de Côte d'Ivoire. On a été arnaqué par l'État, on peut faire quoi? Mais tous ces directeurs-là sont toujours là. Ils ont profité, ils ont participé à notre arnaque, ils sont toujours là. Nous, on peut faire quoi? C'est pour ça aujourd'hui, l'opportunité nous a donné de venir vers l'honorable pour dire, voici la situation qu'on traverse. Un Ivoirien ne prend pas des armes pour avoir du travail. Un jeune Ivoirien ne braque pas de banque pour avoir de l'argent. Un jeune Ivoirien, son père le met à l'école, il réussit des diplômes et il passe des concours comme vous l'avez fait. Et quand le pays est normal, il est admis et il travaille. Ce que vous vivez là, ça montre le vrai visage du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Le visage d'un régime laid, méchant, qui tue les Ivoiriens, qui n'est pas prêt pour nous, comme on le dit. Voilà ce que je ressens après vous avoir écouté. Mais en même temps, nous sommes à la fin des 5 ans. Je ne suis pas sûr qu'après tout ce que vous avez rencontré, quelqu'un puisse demain vous dire, voici de l'espoir, voici le travail pour vous. À moins que ce rendez-vous-là déclenche autre chose. Puisque je suis adversaire à Ouattara, je vais le battre dans quelques semaines. Tout ça va être réglé. Tout ça va être réglé. Plus jamais un ministre de la République de Côte d'Ivoire n'adressera plus jamais ce discours assassin à des jeunes pour leur dire notre priorité, c'est ceux qui ont pris les armes. Vous avez des diplômes, attendez que Gbagbo revienne de la haie. Et si Gbagbo ne vient plus? Ça veut dire qu'on vous dit en clair que dans votre propre pays là, vous ne travaillerez jamais de votre vie. Pourtant, aucun d'entre vous ici n'a connu Gbagbo. Aucun d'entre vous n'a connu Gbagbo. Eux-mêmes qui ont bénéficié de Gbagbo, beaucoup ont été nommés ministres. Grâce à Gbagbo, ils sont encore là en fonction. Ils ont eu leur richesse grâce à Gbagbo. C'est beaucoup de ministres du RDR. Et c'est eux qui disent à les Ivoiriens, pauvres enfants de pauvres Ivoiriens, vous ne travaillerez que quand Gbagbo va revenir de la prison. Voici le vrai visage du régime de Alassane Dramane Ouattara. Voilà le vrai visage du régime de Ouattara. Donc, je suis sensible à ce que vous vivez. Je suis même meurtri, mais je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Sans vous avoir rencontré. De toute façon, je suis persuadé qu'il y a encore des milliers d'Ivoiriens qui vivent et qui meurent dans le secret, dans le silence de cette même injustice, de cette même méchanceté. Et peut-être que quand votre rendez-vous va être rendu public, ces milliers d'Ivoiriens qui vivent dans la peur vont sortir. Et ils viendront. Il y a le cas des policiers. Il y a le cas de beaucoup d'Ivoiriens. Et ça dure 5 ans. Dans le pays d'Oufoué-Boigny. Dirigé par des enfants d'Oufoué. Henri Konan Bédié peut accepter d'accompagner un tel régime au nom de la mémoire d'Oufoué. Connaissent-ils ce que c'est que la philosophie de Félix Houphouët-Boigny? C'est la tolérance, c'est le pardon, c'est ne serait-ce que la pitié et la justice. Vous êtes frappé par une injustice sans nom, parce que vous êtes faible,
dans la société. Mais que cela ne vous pousse jamais à être tenté de prendre les armes. Il y a un Dieu de justice. Il y a un Dieu de justice. Personne ne maîtrise son temps. Mais son temps n'est pas le nôtre. Et je reste convaincu d'une chose. Quand je lis sur vos visages candides la sincérité, l'honnêteté, le désir de servir votre pays, le désir de travailler vous-même pour bâtir votre vie, il n'y a pas de raison que Dieu ne vous fasse pas justice. Dieu vous fera justice. Dieu vous fera justice. J'en suis persuadé. Et croyez-moi de toute façon, tout ce qui commence a heureusement une fin. C'est parce qu'il y a la nuit et qu'il y a le jour. Nous sommes à la fin du régime Ouattara. Et vous allez sourire bientôt pour toute la Côte d'Ivoire. C'est ça qui justifie ma candidature. C'est ça qui justifie ma candidature. J'appartiens à cette génération-là. Je n'ai eu mon salut que parce que j'ai été candidat pour être député. On veut que ce soit une génération sacrifiée. Que nous soyons juste bons pour applaudir les autres. Et nous sommes condamnés depuis le ventre de nos mamans à être des chômeurs endurcis pour l'éternité. Nous ne connaissons rien. Mais, de grâce, n'enviez jamais ceux qui aujourd'hui se pavanent, qui apprennent à porter des costumes parce qu'ils ont pris les fusils. N'enviez pas cela. Ce n'est pas le destin de la Côte d'Ivoire. Tout ça va finir, heureusement. Et nous allons remettre de l'ordre et chaque chose à sa place dans ce pays. Dans 6-8 mois maximum. Parce que je vais vous dire une chose. Pour faire justice à la mémoire du fouet. Pour faire justice à ce qu'a vécu Bédié lui-même. Pour faire justice à ce que Gbagbo vient de vivre. Dieu m'a révélé pour que je fasse justice. Je vous dis que Bani batte Alassane Ouattara ou que si Amara batte Alassane Ouattara, c'est pas ça que l'histoire va retenir. Mais que Kwadio Konambertin, Kakabe batte Ouattara, c'est ça que l'histoire va retenir. Et la honte qu'il va ressentir sera à la mesure du tort qu'il a causé à ce pays et à ce que nous sommes en train de vivre. J'ai la détermination de le faire et je le ferai. Si j'ai en face de moi, je soutiens les Ivoiriens comme vous êtes. Donc, à la fin du quinquennat, je ne peux pas vous dire qu'en tant que député, je vais aller frapper à une porte pour vous aider dans ce sens. Je ne suis pas certain que moi-même ma voix puisse porter. Mais ce problème-là, je vais le porter sur le bureau de l'Assemblée nationale. La prochaine semaine. Je vais le porter... Je vais le porter sur le bureau de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Même pas. Là, demain, je vais porter ce problème-là. Je vais le porter sur le bureau de l'Assemblée nationale. Tout comme je vais porter la situation du ministère du sport. Alain Lobognon, là, également, je vais le porter sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Pour que les députés essaient de voir clair dans votre situation. À défaut, si ce n'est le cas, mes chers amis, frères et sœurs, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis la chose suivante. Ce serait une erreur grave, un tort de penser qu'on est découragé. Ce serait encore criminel de penser qu'on peut se donner la mort pour ça. Ne vous donnez jamais la mort pour ça. Mais en même temps, je vous dis, la vie elle-même est un combat. Tant qu'on est vivant, on se bat tous les jours. Et Dieu, il est tellement merveilleux. Il a créé l'être humain en le dotant d'une intelligence et ses 10 doigts. Chacun a sa vie entre ses propres mains. Vous en ferez ce que vous voudrez bien en faire. D'autres ont pris des armes pour être ce qu'ils sont. Vous ne prendrez pas des armes. Mais simplement, vous allez participer à battre Ouattara dans les urnes et puis votre vie est libérée. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour des greffiers, j'en sais rien. Mais ce que Dieu a prévu pour vous là, vous l'aurez quel que soit votre âge. C'est ça. Une des choses qui me révolte dans ce pays. Quand vous passez ce concours, vous avez 35 ans pour la plupart. Aujourd'hui, vous avez la quarantaine. Passée. La salle vous refuse là, du monde. Et nous sommes comme ça les plus nombreux dans ce pays qui avons cet âge et qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Des gens qui ont vécu pendant 40 ans ou 45 ans sans avoir jamais travaillé là. À quoi aura servi leur passage sur terre? Quand on sait qu'à 60 ans, il doit aller à la retraite. À quel âge il a son premier emploi? À quel moment il s'organise pour préparer sa propre retraite et garantir la vie de ses enfants? Et dire qu'ils sont les plus nombreux comme ça dans ce pays. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de nous révolter pour prendre nous-mêmes les choses en main et démontrer à nos aînés qu'on peut se mettre au travail et bâtir la Côte d'Ivoire convenablement.
Voilà le sens de ma révolte et une des raisons qui justifie ma candidature. Et puis, dans un pays de réconciliation, plutôt dans un moment de réconciliation, comme c'est le cas en ce moment, on devait avoir au moins des responsables politiques qui ont le sens de la sagesse et qui peuvent au moins avoir des propos pour apaiser les cœurs. Mais quand on parle de justice des vainqueurs, là, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu peux regarder ton camarade droit dans les yeux pour lui dire « Tu es admis, mais on s'en fout. Tant que Gbagbo n'est pas venu, tu n'es pas travaillé là. » C'est parce que tu sais que tu es plus fort en ce moment que tu dis ça à quelqu'un. Sinon, un bon garçon là, tu m'as dit ça, je te gifle. Ou bien, quand tu as dit ça là, qu'est-ce qui vient après? Ce qui vient après, c'est palabres. Ou bien fusil. Mais comme il sait qu'il est le plus fort en ce moment, qu'il a les armes en ce moment, il te dit ça, et toi, la mort dans l'âme, tu retournes chez toi. Livré à ton sort. Voilà le régime de Ouattara. Voilà le régime de Ouattara. Et quelques-uns parmi nous, malheureusement, c'est ça aussi l'Ivoirien. Parce qu'ils ont quelques petits broutilles, des privilèges de 50 à 20 000, 10 000. Ils passent dans les rues pour Abidjan pour chanter les louanges d'un tel régime. J'ai pitié. Mais malheureusement, il faut de tout pour faire un monde. Tout ce que je peux vous dire ce matin, c'est de garder espoir. Ce n'est pas une raison suffisante pour que quelqu'un se donne la mort. Non! La vie, là, si vous vivez 75 ans, 80 ans, vous savez bien, vous ne savez pas ce qui vous attend devant. L'injustice, c'est momentané. Ça va se décanter. Ne perdez pas espoir. Mais restez debout et battez-vous. Battez-vous. Sans jamais être tenté de prendre les armes. Ce n'est pas ça la solution. Ceux qui l'ont là même là, ceux qui ont, ils ne sont pas fiers. Ils ne sont pas fiers. Et puis il y a un jour, Dieu va mettre de l'ordre. Et il va mettre chaque chose à sa place dans ce pays. Il n'y a qu'à vivre pour voir. Prions Dieu qu'on vive et on verra. Prions Dieu qu'on vive et on verra. Donc je suis convaincu qu'il y a de l'espoir pour vous. Ne soyez donc pas tentés par le suicide. Non, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Pour autant, n'ayez pas de cœur de haine. Soyez prêts à pardonner quand ça va se décanter. Les pauvres, ils font ça souvent parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas. C'est ça Jésus-Christ, la leçon qu'il nous fait. Pour bâtir cette nation, pour nous donner des chances de survivre, nous devons tous avoir un cœur de pardon, un cœur d'amour, à servir aux autres. Malgré les méchancetés du moment. Mais moi, j'ai foi que c'est des moments passagers. J'ai foi que ça va passer. J'ai foi que vous allez retrouver le sourire. J'ai un slogan qui m'est cher, que je vais vulgariser. Tout commence en novembre. En novembre, ce sera le deuxième tour des élections présidentielles. En novembre, Ouattara va être battu. En novembre, les Ivoiriens vont retrouver le sourire. C'est ce que je peux vous dire ce matin. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage, mais soyez convaincus que vous allez travailler dans ce pays avant de mourir. Soyez-en convaincus. Tout ce que vous voyez là, tout ça c'est éphémère. C'est bâti sur des sables mouvants. C'est des sables mouvants. Ce n'est pas fait pour vivre sur la Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots de réconfort que le Seigneur m'a inspiré, n'est-ce pas, à votre endroit ce matin. J'ai été heureux de vous accueillir dans cette maison. Je souhaite que nos amis de la presse nous aident à faire connaître cette méchanceté-là aux Ivoiriens et que demain, justice soit faite et que les torts soient réparés. En tout cas, c'est le moins que je puisse vous dire. Je vous remercie et bonne journée.